suis Tsiki et je suis accompagné de Pierre-Olivier. Bonjour. Nous sommes tous deux architectes solutions chez Stambia et ensemble, nous allons vous présenter dans ce webinaire comment accélérer l'intégration de données vers Google BigQuery. Au cours des 45 prochaines minutes, nous allons vous montrer comment répondre à ce besoin de manière très pratique à travers l'usage de la technologie d'intégration de données Stambia. Nous commencerons par un rappel de ce qu'est Google Cloud Platform. Ensuite, nous tenterons de comprendre pourquoi l'intégration de données est un facteur majeur à considérer dans l'adoption d'une technologie telle que Google BigQuery. Enfin, nous vous expliquerons comment Stambia fonctionne et nous vous montrerons quelques cas d'usage au travers d'une démonstration concrète. Nous essayerons de garder les 10 dernières minutes pour répondre aux questions que vous aurez pu nous poser dans la section questions du webinaire. La plateforme Cloud Google, appelée Google Cloud Platform ou GCP pour les intimes, s'est rapidement imposée comme une plateforme complète pour déployer des applications dans le cloud, notamment à travers son espace de stockage Google Cloud Storage ou GCS et sa technologie d'entrepôt de données BigQuery. Premier fait notable, c'est que la part de bases de données installées dans le cloud versus on-premise n'a fait que croître ces dernières années au point de probablement devenir majoritaire dans un futur très proche. La raison principale, les plateformes cloud permettent une évolutivité et un niveau de performance très appréciable avec une administration faible. Si on fait un focus sur GCP, les services storage et BigQuery combinés offrent une infrastructure évolutive, performante et complète, dans laquelle on va pouvoir mixer SQL et NoSQL, mais aussi faire converger les notions de data warehouse et de data lake. Toutefois, malgré leur attrait, la bascule vers ce type de plateforme cloud peut générer des questions. La première question est souvent comment migrer son patrimoine existant. Tout d'abord, en termes de données, c'est-à-dire comment migrer ses données on-premise vers le cloud Google, mais aussi comment migrer son patrimoine de flux d'intégration de données qui aujourd'hui écrivent dans une base on-premise. Autre question, avec quels outils construire et industrialiser son data lake? On peut distinguer trois grandes phases dans la construction d'un data lake. L'ingestion, c'est-à-dire intégrer des données brutes de sources diverses et cela de plusieurs manières possibles, que ce soit en streaming, en micro-batch ou en batch. Une phase de préparation, où on va nettoyer et contrôler les données brutes afin de créer un modèle de données propre et homogène. Et enfin, les applications, c'est-à-dire pouvoir optimiser les performances de sa plateforme en créant des modèles de données spécifiques pour chaque application. Avec cette construction de Data Lake se pose la question de comment pleinement tirer parti des performances et des fonctionnalités offertes par notre plateforme cloud. Exemple de problématiques concrètes, comment développer des flux d'intégration de données mixant relationnel et hiérarchique grâce aux fonctions natives de Google BigQuery tout en respectant les bonnes pratiques de Google. Enfin, question qui arrive souvent dans un second temps mais qui est fondamentale, comment maîtriser les coûts du cloud? Dans le cloud, les coûts sont liés à l'usage de la puissance de traitement. Dans ce cas, comment gérer la transformation des données qui elle-même va générer des usages pour maîtriser au mieux ces coûts? Peut-on continuer à utiliser son ETL? Doit-on repasser au scripting manuel? Et qu'en est-il de l'approche ELT? Pour répondre à toutes ces questions, entrons dans le vif du sujet. Penchons-nous d'abord sur quelques concepts clés de la technologie Stambia. Principale innovation et différenciateur de Stambia, l'approche top-down. Au travers d'un mapping de données, le développeur se concentre uniquement sur les règles fonctionnelles et sur la question « Qu'est-ce que je fais avec mes données ?» Le comment sera généré automatiquement par Stambia.
Tout le process technique, c'est-à-dire le séquencement de diverses opérations techniques, sera généré par Stambia à partir du mapping et à partir des templates. Les templates, ce sont des modèles de process qui servent à industrialiser et à standardiser. Les templates sont spécifiques par technologie. Le template d'intégration BigQuery, par exemple, permet de générer des process et des requêtes optimisées pour BigQuery, ce qui permet donc de maîtriser les coûts d'usage. C'est aussi le template qui gère les problématiques techniques telles que générer un code mis à jour en fonction des différentes versions d'un système. Grâce à cette approche top-down, le développeur fait principalement un focus sur ses données avant de se préoccuper de la complexité technique. Avec les outils traditionnels, type ETL, les transformations sont faites par un moteur de transformation propriétaire qui doit être installé sur un serveur dédié. La problématique lorsqu'on travaille avec des données dans le cloud est où placer ce moteur de transformation. On-premise au plus près des sources ou bien dans le cloud. Stambia a choisi une approche différente, celle de la délégation de transformation, aussi connue sous le nom de ELT. Ici, pas besoin de moteur dédié à la transformation, ce sont directement les technologies sous-jacentes qui exécutent les transformations de données. Stambia peut déléguer totalement ou partiellement les transformations aux bases de données, on-premise, à BigQuery dans le cloud, voire à un cluster Spark se trouvant sur GCP. Stambia génère du code optimisé, spécifique en fonction de la technologie. Par exemple, du SQL standard pour BigQuery ou du Java pour Spark. Ce code généré est visible, évitant ainsi l'effet boîte noire. On peut alors profiter au mieux des puissantes capacités de transformation des systèmes existants. Pour finir sur la partie théorique, faisons un point sur l'architecture de Stambia. Il s'agit d'une architecture simple avec seulement 3 composants. Tout d'abord, le designer, qui est l'interface de développement basée sur Eclipse. Pour le partage et le versionning du code, on s'appuie sur des outils standards du marché tels que SVN ou Git. Vient ensuite le runtime, qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui donne les ordres aux différents systèmes de travailler. C'est un composant léger en Java qui a uniquement besoin d'une JVM pour fonctionner. Il peut s'installer partout, on-premise, sur une VM, dans le cloud, et on peut en installer autant qu'on veut, et ainsi créer de multiples environnements, de dev, de recettes, de pré-prod, de prod, et gérer les problématiques de failover ou de load balancing. Enfin, l'administration et l'exploitation se font grâce à la console web Production Analytics. Elle sert à suivre les exécutions de runtime, mais aussi à déployer les livrables sur les différents environnements. Dans un contexte GCP, on peut par exemple imaginer que Runtimes et Production Analytics seront installés et gérés sur GCP en utilisant une architecture de type Kubernetes. L'avantage offert par Stambia est que chaque client peut mettre en place l'architecture qu'il souhaite et surtout l'architecture dont il a besoin. Je suis sûr que vous êtes tous impatients de voir concrètement Stambia en action avec BigQuery, donc je laisse maintenant la place à Pierre-Olivier pour la démonstration. Alors, pour illustrer BigQuery avec Stambia, on a mis en place un environnement de démonstration. Alors, on va imaginer une société qui s'appelle AMI Records, AMI, qui est une société qui vend de la musique en ligne. Alors, ça va être une démonstration basée sur Justin Bieber, Madonna et AC/DC. Donc, premiers éléments en fait de cet environnement de démonstration, c'est qu'on va partir d'un système d'information existant avec une base de données CRM qui va contenir des employés, des customers, etc. Une autre base de données qui va contenir la définition des produits. Donc, comme on est sur un système sur un système de vente de musique en ligne, on va retrouver des albums, des chansons, une notion de playlist, les artistes, etc.
qui va définir finalement le contenu de ce qui est vendu. Et puis cette société, bien sûr, a un site e-commerce sur lequel les clients vont pouvoir acheter les différentes musiques. Donc, première étape, ça va être d'alimenter, d'initialiser l'environnement BigQuery avec les données de la base CRM. Donc là, on va ingérer finalement les données qui viennent de notre base CRM dans des tables correspondantes dans BigQuery. Deuxième partie, on va là aussi initialiser une table des albums, sauf que cette table, il va y avoir une phase de préparation dessus, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une structure de données qui va être optimisée pour la restitution derrière qui sera faite à partir de BigQuery. Ensuite, une fois que ça va être fait, on va voir qu'on va simuler un site e-commerce qui va nous envoyer des commandes au format JSON qui vont être stockées directement dans Google Cloud Storage. Donc, ça va être un ensemble de fichiers JSON qui vont arriver au fil de l'eau. Et à partir de là, on va utiliser l'ensemble des données qui ont été mises dans BigQuery, plus ces fichiers JSON, et on va intégrer ça dans une table des commandes qui, elle aussi, va être structurée de manière à être optimisée en termes de temps de réponse. Et puis à la fin, bien sûr, on va déplacer les commandes qui ont été traitées, vont être déplacées dans un fichier, dans un bucket, puisque c'est le terme d'archivage au niveau de Cloud Storage. Voilà, donc du coup, on va passer concrètement sur la démo. Alors, on se retrouve ici dans Stambia. Ça, c'est le designer de Stambia, qui est, donc, je le rappelle, hein, l'environnement de développement qui va permettre de designer les flux et de lancer les exécutions. Ce designer est connecté au runtime, qui lui va se charger de l'exécution. Le runtime tourne sur la machine, donc ici c'est un environnement qui est local sur mon poste, par contre qui communique avec BigQuery qui lui est dans le cloud. Donc petite précision, parce que là j'attaque une démonstration un peu technique. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et on essaiera d'y répondre au mieux en fin de session. Donc, en fait, on va utiliser un projet GCP, donc qu'on a appelé Stambia démonstration, qui, pour l'instant, contient juste une coquille vide ici au niveau de BigQuery. Et au niveau de GCP, pareil, on n'a rien qui a encore été mis en place. Donc, on va juste commencer par initialiser tout ça. Donc, ici, j'ai un process Stambia qui va me recréer mes bases sources, qui va me créer ici mes objets, mes buckets dans GCS. On va créer les tables BigQuery, etc. Donc, on va exécuter ce premier process. Donc là, Stambia est en train de générer le code. C'est une phase de précompilation. Ça, c'est parce que je suis en développement. Et je peux suivre ici l'exécution. Donc là, coup de bol, ça s'est bien passé. Si on regarde ici les créations on a créé 3 buckets. Donc un bucket qui va contenir les datas réellement de la démonstration. Donc là, ça va être typiquement là où les fichiers JSON arrivent depuis le site e-commerce. On va avoir un bucket qui va servir juste aux données de travail et un dernier bucket qui lui va servir d'archive. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 3 buckets? En fait, j'ai utilisé ici Stambia pour définir leur structure en disant comment ils allaient être stockés. Donc, en Europe de l'Ouest, avec un stockage ici nearline pour la partie data. Par contre, pour la partie archive, j'ai pris un stockage codeline, ce qui me permet, dans un cas un peu plus concret, d'optimiser les coûts. Et j'ai aussi défini dans Stambia des règles qui vont servir qui sont des règles GCS. Donc, en fait, avec cette définition, on va voir après dans GCS comment ça se transcrit, mais là, j'ai dit que dans mes données de data, je les conservais uniquement 10 jours, alors que mes données d'archives, je vais les conserver plus longtemps, j'ai mis 30 jours. Donc, si on regarde au niveau de GCS, on se retrouve ici avec nos 3 buckets. On voit bien la classe de stockage qui a été définie, et puis les règles
qui ont été rajoutés automatiquement par cette création. De la même manière, au niveau de BigQuery, comment je rafraîchis ça? Hop. Rafraîchir ici, on va se retrouver avec des tables qui ont été créées. Alors bien sûr, elles ont été créées vides au début. On va voir ensuite comment elles vont être remplies. Toujours un peu long. Hop. Donc on a 4 tables qui ont été créées. Donc là, les 2 tables Customers et Employés qui vont contenir les données CRM. Ici, la table Album qui contiendra des données, les données des produits en fait que notre site va vendre, et puis la table des commandes. Cet environnement ayant été créé, en termes de première chose qu'on va faire quand on va vouloir travailler avec BigQuery, ça va être évidemment de faire ce qu'on appelle un reverse engineering, c'est-à-dire que je vais me connecter à la base BigQuery et puis je vais récupérer la structure des différentes tables qui ont été créées. Comme ça, ensuite, je pourrai les manipuler avec l'outil. Donc, on va voir notre table Customers, par exemple, qui est une table de base de données classique, avec juste des colonnes en râteau. Par contre, si on regarde la table des albums, on voit que cette table contient des données structurées. Hein, on voit par exemple que ici, extra information, c'est un record qui n'est pas répété et qui va contenir un certain nombre d'informations. On va avoir aussi sous les tracks les différentes playlists qui utilisent cette chanson, etc., etc. Donc maintenant qu'on a ces métadonnées, on va pouvoir commencer à les exploiter. Donc première chose, ça va être d'initialiser, donc c'est la partie initialisation des données CRM. Donc je vais commencer par alimenter ma table des employés, puis ma table des customers. Alors là, on est sur des premiers mappings qui sont très simples, hein, où sur la table des employés, j'ai quasiment copié ma table source. J'ai juste rajouté la notion de combien de clients un employé géré en tant que représentant support. Et donc là, j'ai une agrégation où je compte le nombre de clients, tout simplement. Et l'autre initialisation, elle, j'ai mis des petites transformations, par exemple le customer name et la concaténation du prénom et du nom. Voilà, donc ça c'est vraiment pour illustrer. Chose intéressante, on voit ici le template de Stambia, donc ici le template d'intégration qui va nous permettre de dire comment on va alimenter notre table. Donc là, comme je suis sur un environnement de démo, à chaque fois, je supprime tout et je réalimente ma table customer. Bien sûr, on peut avoir d'autres modes d'alimentation. Donc, je vais exécuter ce premier process et donc alimenter depuis une base de données qui n'est pas dans le cloud, qui n'est pas dans BigQuery, donc qui est pour le coup local à ma machine. Je vais alimenter mes données dans BigQuery. Donc, on va lui laisser le temps de tourner et on va pouvoir commencer à regarder. Donc, les 2 tables ici ont été alimentées. Donc, on retrouve ici nos customers qui ont été remplis. De la même manière, on va retrouver aussi les différents employés. Et on va retrouver même à la fin le nombre de customers que gère chaque personne. Donc, on voit que les chefs ne font pas grand-chose et que ceux qui sont en bas de l'échelle travaillent. Donc là, on a initialisé notre partie CRM. Maintenant, on va initialiser la partie album. Alors, les albums, la table des albums est créée avec ces notions d'arrêt, de struct, etc., qui contiennent comment dire, qui vont être des données structurées et qui suivent finalement les préconisations de Google en termes de structure de données pour optimiser les performances en restitution. Et on voit que ce type de mapping dans Stambia se représente de manière très naturelle. La petite subtilité ici, c'est de dire que je crée un élément tracks finalement pour chaque ID de track dans mes tables sources. On voit les jointures entre les différentes tables qui me permettent d'alimenter cette structure. Donc, on va exécuter le process en question. Donc là, Stambia va prendre les données des différentes tables sources
les extraire, les envoyer sur BigQuery et alimenter une table qui va contenir les données structurées. Donc, on va aller voir ici à quoi ressemblent ces données. Donc, on retrouve ici un premier album. Et cet album, alors celui-ci contient juste une chanson, mais si on cherche un petit peu, on va pouvoir en trouver qui vont contenir plusieurs. Ça va dépendre dans quel ordre elles sont. Voilà, mais par exemple ici, cet album de Led Zeppelin a un certain nombre de chansons, et chaque chanson a un certain nombre est utilisée dans un certain nombre de playlists. Voilà, donc on retrouve ici nos données structurées dans BigQuery de manière très naturelle. Maintenant, on va commencer à travailler sur nos fichiers JSON. Alors, les fichiers JSON, ils vont arriver ici dans Demo Data. Alors, on voit que Demo Data est vide pour l'instant. Donc ici, j'ai un process. Alors là, c'est un process qui est fait pour la démo, hein, qui me permet de générer les fichiers JSON et de les mettre dedans. Donc, je retrouve ici, j'ai organisé ça avec un nom de... Enfin, c'est des répertoires dans GCS, c'est des noms virtuels, mais néanmoins, ça se représente comme ça de manière graphique. Et on retrouve ici notre première commande. Et on va voir que cette première commande, c'est bien un fichier JSON. Voilà. Donc ici, c'est le contenu du fichier. Donc on voit que c'est des contenus relativement simples, mais qui contient un numéro de commande et puis les numéros des albums ou des chansons qui ont été commandées. Là, on le voit de manière un peu plus graphique. Donc là, j'ai mon fichier JSON dans GCS. Alors, chose intéressante, je vais quand même revenir pour le montrer. Vous allez voir que dans cette démo, on s'appuie sur une capacité de GCS qui est assez pratique quand on traite de fichiers comme ça. On va s'appuyer sur les métadatas des fichiers. Donc les métadatas, il y en a, c'est des figures de style imposées. Par exemple, ici, on a défini que c'était un fichier JSON, mais on a rajouté des métadatas qui sont propres à notre traitement. Et donc, typiquement ici, on voit que nos fichiers arrivent dans un statut new. Voilà. Ça veut dire que c'est les fichiers qui ont été envoyés par le site e-commerce. Première chose qu'on va faire, c'est changer ce statut pour le mettre à in progress. Quelque part, je fais une photo pour dire voilà les fichiers que je veux traiter. Donc, si je regarde les métadatas, je vois que mon fichier ici est passé à in progress. Ce qui fait que derrière, je vais pouvoir traiter ces fichiers. Donc là, je vais retrouver ici la structure de mon fichier JSON en entrée. On voit les jointures avec les tables BigQuery. Donc, je vais récupérer des infos dans Customers, dans Employees. Je vais récupérer les tracks directement depuis les albums, voire les albums eux-mêmes, parce que ce n'est pas le même champ de jointure dans les deux cas. Et j'alimente une table des orders, donc qui, elle, commence à être un petit peu plus fournie, on va dire, en termes de contenu. Chose intéressante sur ces mappings, c'est que là, on voit qu'on va donc on alimente une structure customer et puis une structure support rep. Donc là, on a mappé les champs finalement de manière assez simple. Néanmoins, on va avoir où est-ce que je lis? Voilà, ici par exemple, on reprend les albums depuis notre table album source. Par contre, les tracks, finalement, c'est pas la peine d'aller copier champ à champ chacune des tracks. À partir du moment où on a l'album et qu'on sait qu'on a un array de tracks, on va juste dire je prends les tracks et je les mets ici, et ça va implicitement copier toute la structure de l'array. En fait, on va transférer l'array de la source à la cible. Donc ça, c'est une capacité assez sympa pour éviter d'avoir des mappings qui soient trop lourds et trop compliqués. Et par contre, quand j'ai besoin de recalculer une structure, bah, c'est la même technique qu'avant, où je vais mettre l'ID qui me permet de répéter, de dire voilà les tracks que je veux mettre dans cet array-là. Donc on a les deux capacités qui fonctionnent. Donc on va alimenter cette fois notre table des orders. Donc j'exécute ce mapping. Donc là, le mapping en question, ce qu'il faut voir, c'est que notre template qui va charger le fichier JSON dit qu'on va prendre seulement ceux qui sont in progress.
Pourquoi il y a ça? On le verra après quand on est dans un système de flux continu. Ça permet de savoir ceux que je traite. Et puis, il y en a quand même d'autres qui arrivent, mais je ne les prends pas. Et à la fin, je saurai lesquels j'aurai traités. Alors, si on regarde notre table des orders dans BigQuery, on va voir qu'on a une première commande. Donc, c'est bien la 1115, enfin 10115. Et on retrouve ici toutes les informations qui ont été rajoutées. Donc, notamment l'album qui a été commandé, puis tout le contenu de l'album avec les tracks, etc. Maintenant que j'ai chargé ce fichier, je vais pouvoir dire que je vais l'archiver. En fait, qu'est-ce que je fais? Je vais dire que je prends tout ce qui était en in progress, donc ce que je viens de traiter, et puis je vais l'archiver et le déplacer dans un autre bucket. Donc là, si je viens, donc ici, mon fichier JSON qui est toujours ici dans mon bucket démo data. Si j'exécute ce process, je vais laisser le temps de revenir. J'exécute ce process. Et là, je n'ai plus mon fichier ici dans Demo Data. Par contre, je vais aller voir que je le retrouve dans Demo Archive et qu'il a été déplacé à cet endroit-là. On va retrouver ici notre invoice. Voilà. Juste en termes de petits détails, je n'ai pas modifié les métadatas, mais ça a été transféré. Donc après, je pourrais très bien remettre quelque chose qui me dit, tiens, le statut maintenant, c'est plus une progress, c'est archived. Voilà. Donc là, c'était pour illustrer le traitement d'un fichier pas à pas pour voir les différentes capacités de l'outil. Et maintenant, on va se mettre à imaginer qu'on est dans un système de flux continu et puis qu'on va vouloir ingérer au fil de l'eau les données qui arrivent. Donc ici, j'ai un process load invoices qui va, de manière continue, à chaque fois, mettre des fichiers en in progress, les charger et une fois que c'est terminé, va les archiver. Donc ce process-là, je vais en faire un delivery, donc c'est-à-dire vraiment un exécutable au sens Stambia. Donc la Stambia génère le code correspondant à ces différentes étapes. Et je vais retrouver ici, je vais aller sur mon runtime, je vais aller chercher le delivery en question et puis je vais lui demander de s'exécuter un certain nombre de fois. En fait, j'ai un schedule ici où je lui demande de s'exécuter toutes les 15 secondes. Donc, on va le démarrer. Ce qui fait que toutes les 15 secondes, ce process-là va se lancer. Il va regarder s'il y a des choses qui sont en new pour les passer en in progress. S'il y en a, il va déclencher on va dire, le job sur ces factures, etc., etc. Et maintenant, ce que je vais faire ici, j'ai un process qui, lui, va simuler le site web et qui va envoyer de manière continue un certain nombre de factures sur notre bucket Demo Data. Donc, on va aller voir dans Demo Data et on va voir qu'ici, on a effectivement un certain nombre de fichiers JSON qui sont en train de s'alimenter au fur et à mesure. Donc là, c'est notre site web qui publie. Et parallèlement à ça, notre process de chargement, lui, il prend, il charge et il archive. C'est pour ça que notre dossier d'archive, lui aussi, va être en train de se remplir petit à petit avec tout ce qui a été traité au fil de l'eau, donc toutes les 15 secondes, les fichiers qui sont traités. On peut aller regarder ici le contenu de notre table des commandes. Et on va voir que, donc tout à l'heure, il n'y en avait qu'une, mais si je reviens dessus, que je regarde la preview, je vais voir que là, voilà, j'ai un certain nombre de commandes qui ont été chargées et qui petit à petit s'enrichit avec ce qui est envoyé depuis le site web. Voilà pour cette démonstration. Alors après, sur des choses quand même intéressantes peut-être pour les gens qui connaissent pas Stambia, l'intérêt en termes on va dire, si on regarde le mapping qui est là, qui finalement est assez intuitif pour l'utilisateur, qui va faire un quoi
de manière assez simple. Qu'est-ce que je veux faire? Mon adresse, je la mets dans adresse. Je veux copier tout le contenu des tracks dans mes tracks, etc. Donc là, on est sur quelque chose qui est assez simple. Et on voit que toute la complexité technique de ce mapping est portée par le template qui, lui, va générer un code qui va être relativement complexe en se basant sur toutes ces informations pour créer les structures, les arrêts, etc., de manière entièrement automatique. Et là, finalement, on voit l'intérêt de cette approche template de Stambia, où le template est complètement réutilisable et optimisé aussi, et va juste s'appuyer sur la définition, sur le quoi qui a été fait par l'utilisateur, pour être capable d'apporter le comment techniquement on va charger ces informations. Voilà, donc j'espère que la démonstration a été assez claire. Ce que je propose, c'est qu'on passe directement à la partie questions-réponses. Alors, vous êtes très nombreux à être connectés sur ce webinaire, donc on vous en remercie. Par contre, ça fait qu'il y a beaucoup de questions. Donc, on va essayer d'en gérer le maximum en 10 minutes pour respecter les contraintes de timing. Alors, je te laisse choisir une question. Alors, première question. Allez-vous publier la vidéo et le support de présentation? Bon, je me colle à la réponse. Allez, vas-y. Alors, effectivement, la session est enregistrée et on publiera la vidéo en replay et vous recevrez ça à la suite de ce webinaire par mail. Et vous recevrez aussi en PDF le support de présentation. Alors, question suivante. Est-ce que Stambia peut fonctionner dans Compute Engine? Alors, effectivement, là, sur la démo, j'utilisais un runtime Stambia qui tournait sur ma machine en local, donc dans un environnement client normal, standard, on va dire. Ça voudrait dire que là, mon runtime tournerait on-premise. Par contre, on voit qu'en termes de performance et d'impact, le fait d'être comme ça en on-premise et de piloter du cloud avec Stambia se passe très bien, tout simplement parce que on est capable d'exécuter. En fait, le runtime en lui-même ne porte pas la transformation. Le runtime va juste envoyer des ordres à GCP pour lui demander de tourner. Donc ça, c'est la première approche où donc ce qui a été montré pendant la démo, où le runtime tourne, on va dire, en local au sein de l'entreprise. Après, le runtime peut aussi très bien tourner dans des VM Compute Engine, puisque là, c'est des VM qui tournent dans le cloud. Donc finalement, le runtime va juste tourner à un autre endroit, mais l'approche restera la même. Il va être capable de piloter, déléguer les transformations à BigQuery, GCS de la même manière. Et puis, on peut aussi avoir un runtime qui va tourner, on va dire, sur le Google Kubernetes Engine, puisqu'on peut créer des pods de runtime pour avoir quelque chose qui soit plus on-demand. Donc là, c'est la partie exécution de Stambia. Il y a aussi la partie analytics, de la même manière, qui peut tourner aussi bien on-premise qu'à distance. Après, d'une manière générale, souvent, nos clients, pour le designer, qui lui est le client de développement, vont le faire tourner sur leur poste en local. Voilà. Alors, les questions défilent, donc c'est bien, vous êtes vraiment intéressés. Autre question, avez-vous des connecteurs pour d'autres solutions cloud? C'est à mon tour de répondre. Ouais. Alors effectivement, on a des connecteurs et templates Stambia pour toutes les solutions majeures du marché. Donc là, on vous a montré pour BigQuery avec Cloud Storage et GCP de manière générale. On a la même chose pour Amazon S3, où on va pouvoir faire du coup du Redshift et utiliser les buckets Amazon, et aussi pour du Azure, où on va utiliser les blob storage Microsoft et du Azure Database. Donc, c'est vrai pour des plateformes cloud, c'est aussi vrai pour des bases de données dans le cloud telles que Snowflake, ou même pour des applications
cloud comme Salesforce, par exemple. Donc, on a vraiment des templates spécifiques pour chacune de ces technos dans le cloud. Et à chaque fois, en plus, le principe d'architecture reste le même, c'est-à-dire que Stambia va toujours déléguer la transformation et faire travailler ces plateformes cloud et ne pas demander à extraire la donnée pour la transformer et à la recharger dedans. On reste bien dans le cloud, ce qui est assez important aussi sur ce type d'architecture. Question suivante. Stambia est-il open source? Alors, on va dire, donc non, le cœur du produit, c'est-à-dire donc le designer, le runtime, etc., c'est du code propriétaire. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les templates dont on a parlé et puis les connecteurs, enfin ce qu'on appelle nous les descripteurs de technologie, ça c'est des choses qui sont tout à fait customisables, qui peuvent soit on prend ce qui est fourni par l'éditeur et on est content avec et on l'utilise, soit on va créer aussi, pourquoi pas, ses propres connecteurs, voire customiser l'existant. Tout est possible. C'est-à-dire que la coquille, on va dire, c'est vraiment du code propriétaire qui n'est pas ouvert. Par contre, le contenu, la partie template, elle va être ouverte. Alors ça va pas être sous licence open source, néanmoins c'est customisable à merci. Autre question, où sont stockés les flux de développement en local sur le poste? Alors là, pour revenir sur l'architecture, le designer est lui en local et les fichiers, comme on est basé sur de l'Eclipse, tous les développements seront enregistrés sous forme de fichiers dans un workspace local. Par contre, derrière, pour tout ce qui va être partage et versionning, comme on disait, on va pouvoir utiliser tous les outils standards du marché, de type SVN, Git, ETFS, et en gros, tous les outils qui vont avoir des plugins Eclipse. Je vais remettre le slide d'architecture, peut-être. Hop. Voilà. Donc voilà, comme on voit, donc chaque designer a son propre, chaque développeur a son propre designer et aura ses workspaces en local. Et derrière, pour partager tous les développements, eh ben, on s'appuiera sur les outils standards du marché. Question suivante. Quel est le mode de tarification de Stambia? Ça tombe bien. Restons sur ce slide. Du coup, dans Stambia, la tarification se fait uniquement à l'effort de développement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de tarification par rapport à la puissance de vos serveurs, par rapport au nombre de flux que vous allez pouvoir développer, par rapport à la volumétrie de données que vous allez gérer. Ce sera uniquement le nombre de développeurs concurrents. Donc, c'est de la licence flottante et ce sera le nombre de personnes qui utilisent simultanément le designer. Question suivante. Quel langage est utilisé pour coder dans Stambia? Alors, il y a plusieurs réponses à la question. Première chose, donc le code des templates, on va dire. Donc là, c'est plus pour des utilisateurs avancés. Donc, c'est pas ce que les gens font d'une manière générale, mais ce code-là s'appuie principalement, même si c'est pas la seule possibilité, mais principalement sur du XPath, du XSL. Ça, c'est ce qui sert, on va dire, à générer le code qui sera exécuté par Stambia. Après, le code que Stambia va générer, là, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut lui faire faire, puisque l'outil, finalement, est capable de générer n'importe quel langage pour l'exécuter derrière. Donc, par exemple, on va très bien, on va très bien faire du SQL. On va pouvoir utiliser dans les templates et Stambia va faire exécuter plutôt du code SQL. C'est-à-dire qu'on génère une requête et puis on l'envoie à la base de données. Mais de la même manière, on peut générer par exemple du Spark. Donc là, ça va être un ensemble de classes Java qui vont être générées pour être compilées ensemble et puis produire un même
même flux Spark qui va s'exécuter derrière. On peut invoquer des web services, on peut voilà. Donc il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on va faire à l'outil en termes de langage. Question suivante. Combien de temps faut-il pour se former à Stambia? Alors c'est assez simple. C'est une session de formation de 4 jours pour pouvoir développer des mappings, des process et créer des métadonnées dans Stambia. Donc, vous avez plus d'infos sur notre site web si vous voulez. Donc, ce qu'on garantit, c'est qu'au bout des 4 jours, vous serez 100% opérationnel. Surtout si vous avez déjà des connaissances en base de données et sur d'autres types de solutions d'intégration de données. Ensuite, on a un deuxième niveau de formation avancée, où là, vous allez pouvoir apprendre à créer vos propres templates, entre autres choses. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin du temps imparti. Avez-vous un module de data cleansing? Alors, dans Stambia, on a la capacité à définir des règles de qualité de données qui vont être applicables à l'alimentation de nos cibles. Donc ça, c'est pas quelque chose qui a été illustré dans cette démonstration. Je dois avoir quelque part, hop, de mémoire, c'est lui. Voilà. Donc ici, sur l'alimentation de cette table, on a demandé à Stambia d'activer la détection des rejets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un template de rejet qui est rajouté ici et il va contrôler la qualité des règles qui ont été définies sur cette table. Et quand on exécute ce process, enfin ce mapping, j'espère que j'ai bien les… Voilà. Hop. Ce que fait l'outil, c'est qu'il va isoler les données dans une table d'erreur qui va ensuite, ça peut être consultable et réutilisable bien sûr dans d'autres flux, puisque c'est une table et qu'on gère très bien les tables. Donc ça, c'est une première approche. Et il y a donc une version, il y a un module de data quality aussi qui va sortir dans les semaines, mois à venir, qui permet d'aller plus loin en termes de qualité de données avec des reports aussi, des règles plus riches qui sont multitables, etc. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles Stambia se positionne. Merci pour cette dernière réponse. Bon, le temps imparti est quasiment écoulé. Donc, pour ceux à qui on n'a pas pu répondre aux questions, je vous invite, on a noté ces questions et on essaiera de vous répondre par un autre canal au plus vite. Pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que on a essayé d'avoir le contenu le plus riche possible, mais dans le temps le plus concis qu'on avait, n'hésitez pas à nous contacter pour des présentations et une démonstration personnalisée. On se fera un plaisir d'échanger ensemble suite à ça. Et on envisage aussi d'organiser un workshop dans nos locaux pour poursuivre sur le sujet Stambia avec BigQuery. Donc, vous recevrez un sondage à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de votre désir de participer à ce workshop ou pas. Et on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines pour l'organisation de ce workshop. Bon, merci à tous pour votre attention. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Et à très bientôt.